Bienvenue à tous dans une nouvelle interview du Sommet du Déclic. Aujourd'hui avec Alizée, on accueille Mathilde Corbin. Salut Mathilde. Salut! Alors Mathilde, tu es la fondatrice de la marque française de yoga responsable qui s'appelle Yogom. Plus qu'une marque de tapis éco-responsable et d'accessoires de yoga bien-être, Yogom est aussi aujourd'hui un diffuseur de sagesse yogique avec le lancement cette année de ton académie en ligne où tu proposes des cours de yoga et des enseignements philosophiques chaque semaine. Mais avant de lancer ta marque Yogom, tu as travaillé dans le secteur de la communication, tu as aussi enseigné, tu as donné des cours dans des universités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, revenir sur ce parcours? Pourquoi est-ce que tu as voulu passer d'un travail, on va dire, assez classique avec un patron, etc., à créer ta propre marque et devenir entrepreneur du web? Bon, déjà, merci beaucoup pour cette présentation très, très vraie. Tu as quasiment tout dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, Yogom, c'est une marque de matériel de yoga, mais j'ai des idées bien plus grandes pour le développer avec justement le lancement de l'académie cette année parce que pour moi, je lutte vraiment contre les leggings de patinage artistique qu'on retrouve dans le yoga et je tiens vraiment, je vais peut-être me mettre à devenir militante pour vraiment diffuser ma vision du yoga et l'éloigner de sa réduction à la simple pratique physique en fait. Et l'académie, bien sûr, elle va proposer des cours de pratique physique et bien sûr que la marque elle propose de vendre du matériel, mais tout ça c'est finalement que le socle pour aller bien plus loin dans la découverte de la philosophie du yoga. Et la troisième étape, ce sera de joindre les deux, c'est-à-dire la pratique et la philosophie, en proposant une branche de séjour de yoga, retraite, week-end, où là, en plus, la boucle sera bouclée, puisque c'est pour finir de me présenter, c'était mon premier métier. J'ai travaillé longtemps dans l'événementiel. J'aimais beaucoup ça. Et si je peux y revenir en alliant pratique et philosophie yogique, tout ça dans un aspect humain de rencontre où on sortira un peu du digital, euh, ce sera le projet global de Yogom pour commencer. Génial. Alors, tu peux nous raconter comment tu es passé du milieu de l'événementiel à finalement devenir ton propre patron? Alors, c'est parti d'un échec, d'une difficulté, c'est-à-dire que petit à petit, à chaque fois que je commençais un nouveau boulot, au bout de 6 mois, j'en avais marre. J'avais tout appris, j'apprenais plus rien, je m'ennuyais. La fois d'après, au bout de 8 mois ou 4 mois, je, je voulais manager ou je voulais avoir plus de responsabilités. J'étais très vite frustrée, soit parce qu'il n'y avait plus rien à apprendre, soit parce que c'était trop facile, soit parce que finalement, c'était pas moi le patron et que je me sentais toujours limitée dans mon champ d'action. Je suis quelqu'un qui a énormément d'idées. Euh, je suis angoissée d'ailleurs à l'idée de toutes ces choses qu'on trouve en ligne qui me polluent parce qu'en fait, je pourrais très bien ne jamais benchmarker, en faire à mon idée, mais je ne peux pas m'en empêcher, donc je le fais quand même et ça me pollue. Mais bon, bref, j'ai beaucoup d'idées et du coup, j'ai envie de créer et de les mettre en matière et de les mettre en œuvre. Et dans une entreprise, j'avais souvent l'impression que c'était bon, tu restes à ta place, tu es bien gentil, tu fais ton petit boulot et surtout tu fais pas trop de bruit et tu prends pas trop de place. Alors j'ai eu des jolies expériences où on m'a laissé beaucoup plus d'autonomie. J'adorais mes managers, mes boss, la philosophie de l'entreprise. J'étais même arrivée à manager une équipe, ça se passait très bien. Mais même en ayant un secteur d'activité qui me plaisait, des responsabilités, une marge de manœuvre, je crois que la dernière expérience professionnelle que j'ai eue, elle a duré 3 mois. Et aux vacances de Noël, alors que ça me plaisait, j'étais dans un mal-être et je me souviens, j'étais dans ma baignoire et je me suis dit, je ne peux pas y retourner, c'est fini. Euh, alors c'est parti d'un je peux pas. C'est pas parti, je marche à l'instinct, donc j'ai pas su identifier et j'ai été trop dure avec moi-même et je me suis pas dit
je veux plus travailler en entreprise, c'est pas fait pour moi. Je me suis flagellée et je me suis dit, je peux pas, j'y arrive pas. Donc, on arrête, tant pis. Et puis, on verra ce que je fais après. Donc, c'est parti c'est plus possible, j'ai pas le choix. Du coup, le doute finalement de est-ce que je crée mon entreprise ou pas, il s'est évaporé parce que j'ai juste senti que j'avais plus le choix. Et à partir de là, il allait bien falloir que je trouve une manière de vivre d'une activité de freelance ou de lancer ma boîte. Je ne savais pas vraiment. Et c'est petit à petit que j'ai compris que l'incapacité ou la difficulté que j'avais, elle était quand même liée tout simplement à mon caractère, à ma personnalité, et que ce n'était pas forcément un échec, mais un constat pour aller vers quelque chose qui me convient beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, ça fait combien de temps là que tu es à ton compte? Ça fait à plein temps, vraiment, depuis juillet 2018. Donc là, on est dans la 3e année. Mais en fait, j'avais déjà fait un test. J'avais, entre 2 boulots, ça commençait déjà à me travailler. J'avais lancé une première production de tapis. J'ai vendu 100 tapis en 6 mois, comme ça, à l'instinct, en me disant je vais faire joujou. Mais j'y croyais pas, je pense que j'y croyais pas vraiment, j'avais pas spécialement réfléchi et je suis retournée en entreprise après ça pendant 1 an. Donc il y a eu vraiment 2 étapes. Et après, j'ai relancé. Donc je considère que ça a été un peu un petit test, une étude de marché, mais vraiment à plein temps, été 2018, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Ok, donc c'est déjà un bon score pour quelqu'un qui tous les 3 mois avait besoin de Oui, changer. c'est clair. Je me dis, c'est déjà, ça prouve bien que je ne dois pas être sur le mauvais chemin parce que vu mon syndrome de l'abandonniste, 2 ans et demi et je suis pas. Ça va évoluer. Je suis en permanence en train de remettre le projet Yogom en question. J'ai pas du tout envie de quitter le chemin de Yogom. Donc, c'est quoi aujourd'hui les bénéfices que tu trouves à avoir créé cette marque et à être ton propre patron? Bon, liberté, autonomie, ça c'est vraiment le luxe et pour rien au monde je reviendrai en arrière et pouvoir si j'ai envie, bon, ça n'arrive plus maintenant que je suis maman, mais avant d'être maman, ce luxe de liberté, c'était si je voulais traîner au lit jusqu'à 10 heures, aller me faire masser l'après-midi ou voir une copine à 17 heures et travailler le soir jusqu'à minuit, ou ne pas travailler le lundi, travailler le dimanche, c'était génial. J'étais quelqu'un, le simple fait de devoir mettre mon réveil pour aller travailler, me lever à 7 heures le matin pour être à 8h30 à l'entreprise, me créait des insomnies. C'était horrible. Maintenant, bon, je dois quand même me lever très tôt parce que j'ai un petit garçon, mais j'ai encore cette sensation de liberté qui me permet justement de corroborer en plus vie de maman et vie professionnelle où je peux être là pour mon fils à 17h30 quand il sort de la crèche, m'occuper de lui jusqu'à 8h30, puis travailler le soir jusqu'à minuit. Alors après, c'est un avantage qui devient ensuite un problème parce que c'est très difficile de mélanger, d'être toujours, je suis dans mon salon, je travaille la journée, mais finalement le soir, je suis aussi dans mon salon et ça devient la vie perso. Mais vu que j'étais là toute la journée avec mes idées professionnelles, finalement, je suis tout le temps là-dedans et ça a beau être une passion, ça devient un peu un poison, plus de limite entre le perso et le pro. Donc cette liberté, il faut après apprendre elle est aussi dangereuse, il faut apprendre à la cadrer pour qu'elle reste une liberté et plus un emprisonnement. Ça m'a permis de diffuser ma créativité en fait, de donner naissance à toutes ces idées qui étaient frustrées en entreprise. Alors, comment elle se concrétise concrètement cette créativité dans l'activité yoga? Tout simplement parce que j'ai des idées, je peux les mettre en œuvre, alors que ça avant c'était pas possible. Avec Yogom, j'ai eu l'idée de cette académie qui a pris un petit peu de temps à se modéliser, mais déjà j'ai le temps
je prends le temps que je veux pour façonner mes idées et les développer. Et quand je suis prête, je peux les mettre en œuvre. Alors, pas toutes, parce qu'il y en a qui demandent forcément des investissements financiers. Quand on parle de développer des produits, j'ai une liste de produits que j'aimerais bien développer qui s'agrandit jour après jour. Sans compter les développements, les améliorations de produits. Ça, c'est 2 projets toujours en parallèle. Il faut constamment améliorer la production, les matériaux, la performance technique et la conception propre et éco-responsable des produits. Mais j'ai envie de développer des retraites, ça je vous l'ai dit, c'est du service. Et puis, une gamme de papeterie, une gamme de vêtements, plein de petits accessoires bien-être. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas de limite justement à la créativité dans l'entreprise. Et puis là, on parle des produits, on parle de services, mais il y a aussi la créativité qui peut se traduire par la manière de gérer l'entreprise. Qu'est-ce que je veux faire comme projet entrepreneurial? Où est-ce que je veux amener Yogom? Quel type de management je veux avoir? Est-ce que je veux rester seule à gérer ça? Est-ce que je veux ouvrir le capital ou avoir du monde à mes côtés? Tout ça, on se noie tellement maintenant on peut avoir de liberté et de créativité, quoi. C'est que maintenant tout est tellement possible que parfois ça fait un petit peu peur et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, où est-ce que je vais? Mais en plus de cette liberté et de la faisabilité de cette créativité, on peut en plus donc l'orienter vers ce qui a du sens pour nous. Et c'est là que c'est difficile, mais c'est là que ça prend tout son sens, justement. On peut avancer vers ce en quoi on croit vraiment et qui on est, en fait. J'ai tout à l'heure, quand tu parlais là de ta prise de conscience aussi pour sortir du salariat, j'ai lié une image de je suis dans mon bain et je me dis je peux plus. Là, quand je t'entends dire ça, voilà, les possibles sont tellement grands que voilà, en se connectant à ce qu'on a envie de faire et à ce qu'on a envie de servir, on a toutes les possibilités devant nous. Déjà, bravo, quel chemin parcouru. Et puis, je me dis comment, parce qu'il y a peut-être dans les personnes qui nous regardent des gens qui sont comme toi dans ton bain à ce moment-là et qui se disent je peux plus, j'y arrive pas. Est-ce que tu aurais un message à leur donner ou est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose par rapport à ça? Alors, je veux leur dire plein de choses. Déjà parce que depuis, je rencontre souvent des personnes qui me disent « Ah, quel courage !» ou « Mais moi, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. » Donc déjà, c'est pas vraiment parti d'un courage, mais plutôt d'un échec, comme je l'ai vécu à l'époque en tout cas, et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'on va faire. Et quand bien même vous sauriez ce que vous voulez faire, et c'est là un de mes conseils, c'est commencer et puis ensuite, méthode agile, évoluer et améliorer dans un deuxième temps. C'est que même quand vous partez avec une idée de base, au début, je me suis dit, je suis partie à l'île Maurice découvrir la famille de mon conjoint. J'ai découvert des magasins de tissus et de rubans. Je me suis dit, allez, j'oublie le test de tapis de yoga que j'ai fait l'année dernière. Maintenant, je vais faire des kimonos et des sangles porte-tapis cousus à la main avec du tissu. Finalement, le tapis, ça ne va pas se vendre. Ce sera un produit d'appel, mais ce sera un produit secondaire. Et puis 3 mois après, finalement, le tapis, ça marchait et j'oubliais le tissu. 3 mois après, je lançais un deuxième tapis. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, le projet, il va évoluer parce que quand vous commencez à vous mettre dans le bain de l'entrepreneuriat, vous allez vous adresser à un public qui va lui aussi façonner l'avenir du produit, du besoin. Moi, j'ai rencontré ma communauté et donc qui m'a même fait moi-même évoluer sur le côté éco-responsable. Et donc, il y a une rencontre entre son envie, qui on est, mais l'autre, qui va façonner le projet d'une. Donc, ce que vous pensez ne sera pas ce qui sera demain. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir l'idée du siècle. Si vous l'avez, tant mieux. Hein, c'est un gros avantage, mais ça ne doit pas vous freiner. 2, j'aurais aimé, moi, qu'on me dise crois en toi, tu vas y arriver, autorise-toi à
faire ce que tu es en train de faire, même si tu ne sais pas ce que ça va être. Les idées, il y en a plein. Tout est tellement possible que ça arrivera et on a le droit encore de se tromper. Moi, j'ai fait un premier test, j'ai arrêté, je suis revenue. Aujourd'hui, je fais ça. Maintenant, je me dis pourquoi je fais du tapis. Maintenant, j'ai envie de faire l'académie. Demain, j'ai envie de faire autre chose. C'est pas grave. C'est juste une évolution. Par contre, j'ai envie de leur dire, voilà, en revanche, il va falloir pas se juger, mais pas arrêter, quoi. C'est-à-dire que quand on va sur cette voie-là, la tentation est grande et je l'entends tous les jours de se dire j'ai lancé ça, mais ça n'a pas marché. À quel moment on a décidé que aujourd'hui était l'heure du bilan et que ça n'avait pas marché? Non, c'est ce que nous apprend le yoga en plus, c'est qu'il faut persévérer, avoir de l'endurance, s'engager, avancer. Mais finalement, c'est pas pendant longtemps sans jamais regarder derrière, c'est même jusqu'au bout du chemin. Il ne faudra jamais regarder derrière. Il faut continuer d'avancer vers ce vers quoi on croit. Après, il faut quand même demander, je pense qu'il faut être un peu humble et demander conseil, pas conseil, mais soumettre ses idées et impliquer notre entourage ou par du benchmark. Et pas forcément pour s'en inspirer, mais moi, ça m'a, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas besoin de benchmarker pour avoir des idées supplémentaires. Par contre, soumettre mes idées à mes proches ou aller voir ce que font les autres, ça m'aide à clarifier tout ce qui est trop instinctif chez moi et à me faire poser des questions du coup sur eux, ils font ça, eux, ils ne sont pas d'accord avec moi, eux, ils pensent ça. Ok, je ne suis quand même pas d'accord avec eux, j'ai quand même envie de faire ce que je veux faire, mais au moins, je vais me dire, mais alors pourquoi moi je veux le faire comme ça? Pourquoi je le fais comme ci et eux comme ça? Et ça m'aide en fait énormément. Bon, parfois, ça m'inspire aussi. Mais déjà, ça m'aide aussi énormément à clarifier mes idées. Et on a quand même besoin des autres. Il y a quand même des bonnes idées parfois. Et je pense que c'est important, même s'il faut faire ce qu'on veut. Le but, c'est quand même quand on devient auto-entrepreneur ou quand on lance son entreprise, d'en gagner suffisamment d'argent pour vivre. Donc, il faut aussi écouter et entendre ce que les autres ont à dire parce que c'est quand même à eux qu'on va s'adresser et potentiellement vendre quelque chose ou rendre un service. Donc, depuis tout à l'heure, tu as dit 3 fois le mot benchmark. Est-ce que tu peux définir ce qu'il y a derrière ce terme-là? Ma vision du benchmark, elle a plusieurs niveaux. Moi, quand je lance quelque chose, je vais aller m'auto-benchmarker, c'est-à-dire que je vais aller voir les milliards d'idées que j'ai dans mon cerveau d'abord. Ça va suffire souvent. Et puis, je vais aller regarder ce que font mes concurrents directs. Okay. Et puis, je vais aller voir ce que font mes concurrents indirects, c'est-à-dire les concurrents sur le marché du yoga, mais à l'international. Et puis, je vais aller voir ce que font des entreprises qui n'ont rien à voir avec ce que je vends ou ce que je fais, mais qui m'inspirent. Parfois, des entreprises qui sont très éco-responsables, parfois des marques de fringues que j'aime bien. Donc, ce n'est pas forcément la logique et peut se trouver. Il y a plein de logiques différentes, mais pour avoir plein de sources d'inspiration. Et puis après, il y a le cercle proche, ce que j'appelle le benchmark du cercle proche, c'est-à-dire de demander à ses proches, à ses amis, ce qu'ils en pensent, s'ils ont des idées, comment ils reçoivent ça. Confronter ma vision à tout l'univers pour pouvoir soit la façonner, l'affiner, soit conforter et clarifier mon discours. Après, tu fais souvent des questionnaires sur Instagram pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils préfèrent. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que je les écoute parce que parfois, j'aime bien, et c'est pour ça que j'aime bien aussi ne pas tout le temps le faire, c'est que j'aime bien l'intuition. L'académie, par exemple, n'est pas née d'une demande de la communauté. L'académie, c'est purement égotique. J'en rêve depuis des années, je n'ai pas le temps de me former. Et ben, je me suis dit, je vais créer une auto-formation. Et j'imagine que si moi ça m'intéresse, peut-être que ça intéressera les autres aussi. Peut-être qu'ils ne savent pas encore que ça peut les intéresser. Donc parfois, j'ai envie de donner, de lancer mes petites perches d'inspiration à la communauté Yogom. Et parfois, et souvent,
je leur demande leur avis sur ce qu'ils ont envie d'entendre, quelles sont les couleurs qu'ils aiment, les produits qu'ils aimeraient voir se développer. Voilà, on le fait certainement jamais assez, mais c'est aussi un palier de benchmark. Est-ce que tu veux nous partager un peu aussi au niveau du parcours depuis, donc tu disais 2018, pour donner aussi de la visibilité aux personnes qui aimeraient se lancer, peut-être dans des projets, alors peut-être pas pour vendre des tapis de yoga, mais peut-être pour des projets de e-commerce ou autre. Comment ça a évolué pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, tu as trouvé un équilibre? Voilà, ça a été quoi les étapes par rapport à ça? Qu'est-ce que ça a été les étapes? Quand j'ai commencé, je me suis dit, en fait, on se met des paliers, mais fictifs, chacun avec sa propre logique. Je me suis dit, j'ai 1 an. Si dans 1 an, j'arrive à avoir un demi-salaire pour survivre, mais pour moi, un demi-salaire pour survivre, j'ai toujours une vision très négative parce que j'ai cette peur de la précarité financière. J'avais droit au chômage, heureusement, donc je me suis lancée. Je conseille à tout le monde, évidemment, de se lancer en phase de chômage. C'est sûr que d'avoir ce petit coussin de sécurité, c'est bien. Le chômage, c'est pas le salaire qu'on touchait avant, mais moi, on est en plus en mode survie. Il y a moins de plaisir, il y a moins de luxe. Mais je pense qu'on peut vivre avec son... Enfin, moi, je me disais, je peux vivre avec mon chômage. Donc, si j'arrive dans 1 an à avoir la moitié de mon chômage, je m'étais dit, allez, il faut que je gagne 900 € en 1 an. Mais ça sort de nulle part, cet objectif. C'était un petit objectif que je m'étais donné. Et puis j'y suis arrivée. Comme quoi, des fois, ce qu'on envoie j'aurais mieux fait de me souhaiter de gagner 5 000 € peut-être. Peut-être que ça aurait été plus vite. J'ai été pessimiste. Je me suis dit, allez, ça veut dire 30 tapis par mois. Ok, allez, on y va. Et puis, au bout d'1 an, je me suis dit, ouh là là, je vais bientôt plus avoir de chômage, catastrophe, comment je vais faire? Ça va jamais marcher, je vais jamais y arriver, etc. Je crois même que peut-être que je me suis remis à faire un peu de freelance à côté parce que j'avais peur pour compléter. Et je m'étais dit, bon, je ne vais pas faire plus que mes 900 €, donc je vais faire ça à côté. Peut-être que j'ai fait un peu de freelance. Et d'ailleurs, ça fait 7 ans que je donne des cours dans une école hôtelière, donc ça me faisait un bon complément qui apaisait mon angoisse de est-ce que je vais gagner ma vie avec Yogom. Et puis, au bout d'1 an et demi, en fait, j'avais un salaire, sauf que la difficulté dans le e-commerce, c'est que c'est le gros besoin en trésorerie. Donc, même si sur mon tableau Excel, j'avais réussi à avoir l'équivalent de mon chômage ou de mon salaire d'avant, je ne le voyais pas et je continue, et encore, j'ai un peu cette logique-là aujourd'hui, de tirer pour le loyer ou le crédit de la maison, pour les cours. Je ne me verse pas officiellement encore un salaire. Je dépense probablement avec mes charges fixes au moins l'équivalent d'un salaire, mais je ne suis pas encore dans cette logique-là aujourd'hui. Et j'ai un salaire aujourd'hui qu'on pourrait considérer comme bien plus gros que le salaire que j'avais avant en entreprise, sauf que tout partant dans la trésorerie et dans le stock, je ne le vois pas, je ne le palpe pas, donc j'en ai même pas l'impression. Pour moi, c'est même pas que c'est du jeu, c'est que j'ai beau voir un chiffre dans une case, je me dis non, c'est pas possible. Et puis, il y a quand même cette peur encore de volatilité de la situation parce qu'il y a eu le Covid qui a fait exploser le business du yoga dans le monde puisque les gens étant cloîtrés chez eux, ils se sont mis à avoir besoin de pratiquer une activité physique. Donc là, c'est mon année 3 qui suit le Covid. C'est pas encore, chaque année depuis le début a été très différente. Je peux pas encore dire, année post-Covid, est-ce que je vais faire autant que le Covid, plus que le Covid? C'est impossible de faire des projections. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas regarder le salaire. Mais même avant, je conseillais ça à mes étudiants. Moi-même, quand on veut faire une carrière en entreprise, l'objectif, ce n'est pas le salaire. Le salaire, il faut avoir de quoi vivre. Mais après, le salaire, c'est soit un critère social quand on est ambitieux parce qu'il représente une reconnaissance. Mais le salaire, ça ne veut rien dire en soi.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur justement cette année 2020, l'impact que ça a eu sur ton activité et comment toi tu l'as vécu? Parce qu'il y a eu aussi l'arrivée de ton bébé, le congé maternité juste pendant l'explosion du confinement. Comment ça s'est passé pour toi et, et comment est-ce que tu as su rebondir peut-être sur ces aléas imprévus? Alors, les aléas, ils avaient déjà commencé même fin d'année 2019, où on était reparti à Toulouse pour le travail de mon mari, alors que notre ville de cœur, c'est Montpellier. J'étais enceinte. Je commençais à préparer mes achats pour Yogom pour être tranquille après mon accouchement en mars. Tout allait bien, tout allait pas très bien parce qu'on détestait Toulouse. Et déjà, on s'est dit, tiens, on va tordre un peu le destin. On va rentrer à Montpellier, même si mon mari n'a pas de travail. Donc, on est rentré à Montpellier. Et là, confinement, c'était le 15 mars, 14 mars. Ouais. Mardi, on a commencé à confiner. Le vendredi 20 mars, je vous donne des dates hyper précises, tout le monde s'en fout, mais c'est super fort pour moi, donc je donne les détails. Le vendredi, mon mari trouve un CDI en plein confinement, donc c'était vraiment... les choses commençaient à super bien se passer pour nous. Le samedi, j'accouche. En plein confinement, c'est pas drôle du tout, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et là, et les ventes ont commencé à exploser. J'exagère, mais il y a vraiment eu un changement et un déclic ce jour-là. Premier samedi post-confinement, les gens apprennent qu'ils vont être enfermés chez eux pendant plusieurs semaines. Et là, ding, 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 je reçois des petites notifications. Avant, je peux vous donner les détails. En plus, je devais vendre, je sais pas, je faisais 3-4 commandes par jour. 6-7, allez, entre 3 et 10. Et puis ce jour-là, 40 tout d'un coup. Le lendemain, 40. Le surlendemain, 40. Et moi, j'étais au bout du rouleau. Je venais d'accoucher. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Et j'avais eu beau me stocker pour préparer mon congé maternité. En fait, en l'espace de 3 semaines, tout a été vendu. J'ai plus eu de stock. Mes concurrents non plus. Il y a eu un phénomène mondial où tout le monde a été dévalisé. Et donc là, travailler jour et nuit en venant d'accoucher avec un bébé, c'était pas facile, mais voilà comment j'ai fait. J'ai pas eu trop le choix. Et surtout, et là, je remercie énormément mes clients d'avoir fait confiance à la marque et à moi, c'est que j'ai pu continuer de vendre sur de la précommande. Voilà. Il n'y a pas eu 46 000 recettes, il y en a eu une, c'est lancer des collections et faire produire, mais le temps que ça arrive. Et en plus, pour le financer, j'ai lancé un système de précommande pendant 3 mois pour pouvoir continuer. Génial. Comment tu pressens l'avenir du yoga? Est-ce que tu penses qu'après cette année 2020, les gens vont continuer à faire du yoga, vont s'y intéresser un peu plus? Est-ce que tu penses que c'était momentané là, pour, un peu comme un truc tampon pour essayer de survivre au temps du confinement? Non, je pense que l'effet de découverte, ça y est, c'est fait. Les gens ont découvert, ça a accéléré la découverte, c'est merveilleux. On a peut-être gagné 5 ans en France. Maintenant, une fois que quelqu'un a découvert le yoga, il aime pas, mais ça y est, il a découvert, c'était le plus dur. Après, la difficulté aujourd'hui, c'est que du coup, il y a énormément de pollution yogique. Il y a énormément de marques qui naissent tous les jours en se disant et je vais en profiter comme ça pour faire quelque chose que je ne voulais pas faire, mais il y a des sites internet qui sont nés, qui ont copié le wording, le branding de Yogom, qui copie-collent les designs de tout le monde. Il y a plein de petites marques alors qu'en fait elles ne font que du dropshipping et qu'il n'y a aucune âme. Et c'est des arnaques yogiques de se dire je suis prof de yoga, j'ai un projet de cœur, et en fait il y a beaucoup aussi de business un peu arnaque dans ce milieu-là. Et donc je ne sais pas, peut-être que j'ai un peu d'avance et tant mieux, et peut-être que je vais me faire croquer par des concurrents, tant pis, je ferai autre chose. Et après le problème, c'est que tous ces gens qui sont arrivés dans cet univers du yoga savent pas forcément, ils sont noyés et forcément vont sur Instagram et voient
la posture sur la tête, le legging de patinage artistique, les cours hyper physiques, des applications mobiles où maintenant le yoga est associé au fitness. Et c'est vrai, dans un certain sens, c'est une pratique physique. Mais on voit peu. C'est comme à l'époque de la création du yoga où c'était transmis par les sages. On a l'impression que le savoir de la philosophie yogique est inaccessible ou doit être transmis uniquement en formation ou uniquement avec parcimonie. Et c'est là qu'il y a une place à prendre et que je vais la prendre. Et que tant pis si pas beaucoup de gens me suivent. Mais c'est vraiment pas la démocratisation du yoga, mais la diffusion et justement le dévoilement du vrai yoga où la pratique physique n'est qu'une petite branche de tout l'univers philosophique, de ce que ça peut apporter à quelqu'un dans sa vie et surtout au niveau du mental. Quelles sont les compétences clés, à ton avis, qu'il faut développer quand on veut être web entrepreneur ou créer un site e-commerce? Et est-ce que tu as eu des mentors pour t'aider dans cette voie-là? Alors, endurance, patience, engagement, persévérance, on l'a dit. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la première erreur, la plus grosse erreur, c'est de se dire je viens de lancer un truc, au bout d'un mois, ça ne marche pas, j'arrête. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as arrêté. C'est pas tu as arrêté parce que ça n'a pas marché. Et ça, c'est vraiment... c'est pas... On se dit, il ne faut pas confondre. C'est pas parce que c'est des choses simples de créer une boîte. On va se dire, on fait un site internet, on trouve une idée, on lance un compte Instagram. C'est simple. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de choses simples à faire. Ouais. Et simple ne veut pas forcément dire facile. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent et se disent, c'est facile, j'y vais. Mais arrête beaucoup trop vite. Ça, c'était le premier point. Ensuite, l'agilité, on en a parlé aussi. Commencer, il ne faut pas avoir peur que tout soit parfait. Il ne faut pas être perfectionniste, sinon c'est clair qu'on ne se lance jamais. Humilité dans tout ce qui est benchmark, confrontation, parce que si on est un peu trop buté, un peu trop enfermé, je pense que c'est assez limitant. Avoir des idées, oui, il vaut mieux avoir des idées, même si elles ne sont pas forcément bonnes, être toujours dans l'action, l'envie. Et aimer le challenge, surtout. Parce que là, on n'est plus du tout dans une sécurité de salariat. Et donc, soit avoir une bonne force mentale, soit être entourée. Et c'est ce qui m'a manqué, je pense, la première fois où j'ai abandonné, c'est que j'étais pas assez solide mentalement et j'étais pas dans un équilibre de vie suffisamment sécurisant. Donc, comment on fait pour s'entourer ? Pour s'entourer, pourtant je suis quand même très introvertie. Je ne l'ai pas vraiment choisi non plus. C'est le chemin de vie qui fait que plus on va travailler sur soi, plus on va accumuler des expériences, plus on va enlever ce qui ne va pas et s'approcher de ce qui va. Et le cercle va s'approcher de vous, quoi. J'ai pas vraiment de conseils. C'est plus vous avancez dans la bonne direction, plus les bonnes personnes avancent dans votre direction aussi. C'est un peu magique, la question de l'entourage. Et mes mentors, comme je l'ai dit, je me sers surtout de mon propre vivier d'idées et de toutes les personnes qui sont dans ma tête, peut-être, qui sont mes premiers mentors. Et ensuite, j'ai eu la première impulsion, et toujours au niveau des compétences, mon ami Simon, dont je parle toujours dans les quelques interviews que je donne, qui a monté sa boîte de e-commerce, référencement naturel, application mobile en Thaïlande, et qui m'a un petit peu appris les bases au début. C'est même lui qui m'a dit, tu veux faire du web, prends un sujet qui t'intéresse, fais un blog et commence comme ça. Et j'ai lancé Yogom avant même que ce soit un e-commerce, en fait. Et puis il m'a appris petit à petit. Et après, nous avons ma chère Lulu qui est en face de moi, qui elle m'a surtout aidé parfois à clarifier des idées. Trop plein d'idées justement, où j'ai une idée. Moi, voilà, le problème c'est que j'ai trop d'idées, mais j'ai du mal à les expliquer ou à les traduire ou les transformer pour que ce soit compréhensible par les autres. Et ça fait partie de tes forces.
Donc, avoir une copine business, hein, comme on évoque Ouais. personne. Copine, ouais. Avoir un amoureux, c'est cool, hein, ça aide. Avoir un chat aussi, c'est super le soir. Mais avoir une copine business, c'est vrai que c'est super. Moi, je ne suis pas trop dans les espaces de coworking ou le réseautage. Je préfère que ça passe par de l'amitié, mais c'est sûr que ça aide énormément de pouvoir partager. Même si on ne fait pas du tout la même chose, on rencontre quand même les mêmes problématiques. On arrive au bout de cette interview. Merci beaucoup, Mathilde, de nous avoir partagé tout ça. Donc, tu nous as parlé à plusieurs reprises de Yogom. Donc, on te retrouve partout avec Yogom. On te retrouve sur ton site internet, Yogom. Ouais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, et on vient de lancer un podcast avec les premiers épisodes audio de l'académie avec donc des enseignements philosophiques. Ok, et le podcast s'appelle Yogom. L'académie yoga de Yogom, oui, Yogom. Ok. Tout le monde pourra le trouver. Voilà. Eh ben, super, merci beaucoup Mathilde pour ce partage très authentique. Merci à vous.